Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction générale. Une redéfinition du rôle des systèmes d'apprentissage et de validation des acquis. Les 23 et 24 mars 2000, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne réunis à Lisbonne à l'occasion d'un sommet européen ont fixé pour 2010 l'objectif de faire de l'Europe l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d'une croissance économique durable accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l'emploi et d'une plus grande cohésion sociale. Conseil européen 2000/3. L'une des manières d'y parvenir est pour l'Union européenne la construction d'un État social actif, ID 8, qui implique un partage des rôles entre l'État et les citoyens. Si ces derniers ont le devoir de s'engager dans activités socialement utiles, Arnsperger 2000/5, l'État a le devoir de leur fournir les moyens de s'investir dans de telles activités, ibidem. L'un de ces moyens est l'acquisition et l'actualisation continue de compétences dans la perspective de l'éducation et la formation tout au long de la vie, EFTLV. Le corollaire de l'État social actif est une catégorie d'individus que cherche à fabriquer l'Union européenne. Les citoyens actifs, c'est-à-dire les personnes résidant légalement sur son territoire et participant activement à son développement économique et social. Les citoyens actifs sont définis comme des personnes qui prennent leur vie en main, qui font preuve d'une grande capacité d'insertion professionnelle, qui sont capables de s'adapter continuellement aux transformations rapides de la société européenne, de ses technologies, des besoins en qualification de son marché du travail. Pour être un citoyen actif, il faut acquérir des compétences et les actualiser tout au long de la vie. L'emploi est la meilleure protection contre l'exclusion sociale, Conseil européen 2000/11. Les discours européens définissent un double risque de pénurie de main-d'œuvre et de chômage structurel à partir du vieillissement de la population européenne et les transformations rapides des besoins en qualification du marché du travail. Dans ces conditions, toutes les personnes résidant légalement sur le territoire de l'Union européenne sont invitées à se former tout au long de leur vie. Cette vision de la société attribue ainsi un rôle particulier au système d'apprentissage, enseignement et formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience, produire et certifier des compétences. L'Union européenne ne se contente cependant pas de préciser le rôle que doivent jouer ces systèmes pour atteindre l'objectif stratégique qu'elle a fixé. Elle définit également leur mode de relation. L'éducation et la formation tout au long de la vie, EFTLV, signifie que toute compétence acquise de quelque façon que ce soit doit pouvoir faire l'objet d'une certification. Celle-ci doit alors permettre à l'individu d'intégrer n'importe quel système d'apprentissage, à n'importe quel moment de sa vie. Il s'agit de décloisonner pleinement les systèmes pour produire un vaste réseau européen de production et de certification des compétences. Toutefois, l'Union européenne n'est pas toute puissante en matière d'enseignement. Elle ne peut agir sur ces systèmes que de manière indirecte, par la recommandation d'instruments d'action publique et de lignes directrices visant une mise en relation des systèmes par la reconnaissance mutuelle des certifications, aussi bien à l'intérieur d'un pays qu'entre pays européens. Pour rendre cette mise en relation possible, les textes européens cherchent à favoriser la comparabilité des certifications et des systèmes qui les délivrent. La comparabilité fait appel à la transparence des informations, à la définition de points de comparaison, à la convergence des pratiques et à la standardisation des instruments. Encore faut-il s'assurer que les choses se font d'une manière conforme à un ensemble de normes, à travers des procédures d'évaluation de la qualité. Dans cette vision, l'enseignement supérieur devient un système d'apprentissage parmi les autres, invité à se soumettre à ces nouvelles normes. Le processus de Bologne, initié en 1998 à la Sorbonne par le ministre français de l'Éducation nationale, Claude Allègre, a ouvert la voie vers cette redéfinition du rôle de l'enseignement supérieur. Ce processus intergouvernemental, qui dépasse largement les frontières de l'Union européenne en rassemblant aujourd'hui 47 pays européens, vise la construction d'un espace européen de l'enseignement supérieur, EES, capable d'attirer les meilleurs étudiants, enseignants et chercheurs du monde. Au sein de cet espace, les étudiants doivent pouvoir se déplacer librement à travers des mécanismes de reconnaissance mutuelle des cursus.
La logique est la même que celle qui doit relier les systèmes d'apprentissage et de validation des acquis. Le processus de Bologne et la stratégie de Lisbonne ont rapidement été liés, lorsqu'à partir de 2001 la Commission européenne a commencé à prendre le pilotage du processus de Bologne pour en faire un pilier de l'agenda de Lisbonne, Crochet 2010. Des instruments de mise en relation reliés par un même élément. Pour assurer la mise en relation des systèmes, la Commission européenne a mis au point une série d'instruments comme l'European Credit Transfer and Accumulation System, ECTS, le cadre européen des certifications pour l'éducation et la formation tout au long de la vie, CEC, et le supplément au diplôme qu'elle a élaboré conjointement avec le Conseil de l'Europe et l'UNESCO. La Commission a également soutenu la construction d'autres instruments dans le cadre du processus de Bologne, tels que les European Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, ESG, et le cadre global des qualifications pour l'EES, cadre Bologne. Ces instruments font usage d'un même élément, l'acquis d'apprentissage, qui a fait son entrée dans l'enseignement supérieur européen en 2000, avec le projet Tuning Educational Structure in Europe financé par la Commission européenne. Dans le cadre du processus de Bologne, ce projet vise l'élaboration d'une méthodologie commune de construction des programmes d'enseignement supérieur à partir des concepts de compétences et d'acquis d'apprentissage. Le projet Tuning définit la compétence comme une combinaison dynamique des aptitudes cognitives et métacognitives, du savoir et de la compréhension, des aptitudes relationnelles, intellectuelles et pratiques, et des valeurs éthiques. Gonzalez et Wagenaar 2006/4. L'acquis d'apprentissage est défini comme la formulation de ce que l'apprenant est censé savoir, comprendre et être capable de mettre en œuvre au terme d'une expérience d'apprentissage. Selon Tuning, les acquis de l'apprentissage s'expriment en termes de niveau de compétence devant être atteint par l'apprenant, ibidem. La relation entre les concepts de compétence et d'acquis d'apprentissage est la suivante. La compétence est un objectif pédagogique terminal qui est décomposé en niveaux intermédiaires que sont les acquis d'apprentissage. L'acquis d'apprentissage et la compétence sont appréhendés dans cette recherche comme des concepts pédagogiques aux usages divers. Définition d'objectifs pédagogiques, objet d'évaluation des apprenants, objet de certification, désignation d'attributs personnels. Lorsqu'un apprenant est évalué pour vérifier s'il a atteint les objectifs pédagogiques d'un programme, une certification qui atteste que ces objectifs ont été convertis en attributs personnels lui est délivrée. L'acquis d'apprentissage est en ce sens précisément un acquis qui fait partie de la personne. Dans cette perspective, le processus d'enseignement-apprentissage est ici défini comme la conversion d'un objectif pédagogique en un attribut personnel qui est attesté par une certification délivrée à la suite d'une évaluation réussie. En tant qu'objectif pédagogique, l'acquis d'apprentissage peut servir à construire des programmes d'enseignement par l'intermédiaire de référentiels. À l'échelle d'un cours, il peut également servir à imaginer des pratiques pédagogiques et des méthodes d'évaluation des étudiants, pour s'assurer que ce sont bien les objectifs qui ont été préalablement définis qui seront atteints par les apprenants. C'est ce que les pédagogues nomment l'alignement pédagogique. L'efficacité d'un programme peut alors être évaluée à partir de sa capacité à convertir des objectifs pédagogiques en attributs personnels chez le plus grand nombre d'étudiants. L'acquis d'apprentissage amène avec lui une manière particulière de concevoir le processus d'enseignement-apprentissage, en plaçant l'étudiant au centre de l'attention. C'est un outil de construction et de gestion des programmes d'enseignement qu'il peut aussi servir à évaluer, tout comme il peut servir à contrôler et à évaluer le travail des enseignants. Plus encore, il participe à transformer les manières de travailler de ces derniers en les invitant à se concerter et à construire leurs cours selon les principes de l'approche programme. L'acquis d'apprentissage doit participer à mieux informer les étudiants sur les contenus des programmes et leurs débouchés sur le marché de l'emploi. Par ailleurs, en reliant les instruments européens présentés plus haut, l'acquis d'apprentissage leur permet de se référer les uns aux autres et de se renforcer mutuellement. L'acquis d'apprentissage participe ainsi à profondément structurer les systèmes d'enseignement supérieur. Une manière nouvelle de concevoir les programmes et le travail des enseignants. Depuis le mois de septembre 2014,
tous les établissements d'enseignement supérieur de la Communauté française de Belgique, CFB, autorités publiques belges francophones compétentes en matière d'enseignement, ont l'obligation de définir des acquis d'apprentissage pour chacun de leurs programmes. Cet ouvrage propose une analyse de l'introduction de l'acquis d'apprentissage dans les 3 universités belges francophones dites complètes, c'est-à-dire celles qui sont habilitées par les pouvoirs publics à organiser des études dans tous les domaines. L'Université catholique de Louvain, UCL, l'Université libre de Bruxelles, ULB, et l'Université de Liège, ULG. L'enseignement supérieur belge francophone a été caractérisé par une conjoncture particulièrement favorable à l'introduction de l'acquis d'apprentissage, qui a permis la jonction entre des normes européennes visant à mettre en relation les systèmes d'apprentissage et de validation des acquis en vue de produire des citoyens actifs, et la volonté de certains acteurs de voir une vision particulière de l'enseignement supérieur se concrétiser en CFB. La généralisation de l'acquis d'apprentissage dans l'enseignement supérieur belge francophone est directement due à l'introduction des instruments européens présentés précédemment. Cependant, en CFB, il est inconcevable qu'une réforme visant l'enseignement supérieur se mette en place sans l'accord des acteurs. Cette recherche soutient l'hypothèse selon laquelle l'obligation de définir des référentiels d'acquis d'apprentissage pour chaque programme d'enseignement supérieur a été favorisée par les pédagogues qui exercent une forte influence sur les politiques d'enseignement supérieur. Une grande partie de ces pédagogues défend depuis longtemps une approche par compétence. Si l'approche par acquis d'apprentissage s'y apparente sans pour autant s'y confondre, elle constitue une opportunité pour conduire les enseignants vers l'adoption généralisée de l'approche par compétence. La place qu'occupent les pédagogues est soutenue par les autorités académiques, pour qui les référentiels d'acquis d'apprentissage sont une manière non seulement de gérer les programmes d'enseignement, mais également de contrôler le travail des enseignants. Avec l'acquis d'apprentissage, c'est l'amorce d'une transformation du travail des enseignants qui est le résultat d'une histoire dont on peut situer l'origine au début des années 1990, lorsque la mission a été confiée aux pédagogues de proposer des mesures visant à réduire le taux d'échec important des étudiants de première année de premier cycle. Des discours comme support de vision de l'enseignement supérieur. Cette recherche est basée sur une analyse de discours provenant de documents institutionnels de l'Union européenne, des pouvoirs publics belges francophones, des 3 universités observées et d'entretiens menés avec des acteurs belges francophones chargés de la mise en œuvre des instruments européens, et des acquis d'apprentissage à l'UCL, à l'ULB et à l'ULG. L'objectif de cette analyse est de dégager les justifications que mobilisent les acteurs vis-à-vis des instruments européens et des acquis d'apprentissage, et de les confronter pour observer dans quelle mesure leurs logiques s'opposent, se rapprochent, se complètent, se nourrissent et se renforcent mutuellement. Pour y parvenir, 3 cadres théoriques sont mobilisés. Le premier est la sociologie de la traduction, Acrich École. 2006, dont quelques concepts sont empruntés pour décrire la manière dont les instruments étudiés participent à mettre en relation les systèmes d'apprentissage et de validation des acquis de l'expérience. L'un des concepts qui traverse l'ensemble de cette recherche est le réseau sociotechnique, qui désigne une mise en relation sous la forme d'un réseau composé d'humains et de non-humains qui interagissent continuellement pour construire la société. Un autre concept de cette sociologie utilisé pour analyser l'importation de certains instruments européens en Belgique francophone est la controverse, qui permet de rendre compte de la manière dont un objet technique participe à façonner les enjeux qui opposent les acteurs. Le second cadre théorique est le modèle des cités de Boltanski et Thévenot, 1991, qui vise à décrire ce qui fonde l'accord entre les personnes et la manière dont elles règlent leurs désaccords sans recourir à la violence. Le modèle des cités est utilisé pour interpréter les logiques qui sous-tendent les discours des acteurs, que ce soit pour analyser l'accord qui fonde la convergence de leur conduite, ou les controverses qui les opposent et la manière dont elles sont clôturées. Le troisième cadre théorique est issu des travaux de Michel Foucault, et plus particulièrement son concept de dispositif qui désigne la mise en réseau d'éléments discursifs et non discursifs qui participent à orienter les conduites des individus. Depuis plusieurs années,
Ce concept fait l'objet d'une réappropriation par plusieurs auteurs qui cherchent à développer une sociologie du dispositif, Crochet 2009, 2010, Charlier et Crochet 2013, Charlier et Panet 2015, D'Angelo 2013. La présente recherche s'inscrit plus particulièrement dans la continuité des travaux de Crochet qui a forgé le concept de dispositif européen de l'enseignement supérieur, Crochet 2009-2010, en étudiant l'histoire et le développement du processus de Bologne. Si elle a mis en évidence l'activation de ce dispositif à l'échelle européenne et son pilotage par la Commission européenne, cet ouvrage propose d'analyser la manière dont ce dispositif oriente les conduites acteurs de l'enseignement supérieur en Belgique francophone. Le concept de réseau socio-technique permet de décrire la matérialité du dispositif en ciblant des réseaux spécifiques configurés autour des instruments analysés. Ces réseaux spécifiques sont connectés les uns aux autres par l'intermédiaire d'éléments qu'ils partagent, et forment ainsi un réseau plus vaste. Il est possible de retracer autant de réseaux spécifiques qu'il existe d'éléments du dispositif. L'ensemble des réseaux socio-techniques spécifiques forme le dispositif qui oriente les conduites des acteurs vers une convergence de leurs pratiques. Celui-ci obéit à une logique qui lui est propre, et qui est interprétée à partir du modèle des cités. Mais le dispositif n'est pas une force qui se situe en dehors des individus. Il peut exercer son action uniquement parce que les individus se saisissent de certains de ces éléments, selon des logiques qui leur sont propres. Ces logiques d'acteurs qui s'entrecroisent, se rencontrent, s'opposent ou se nourrissent mutuellement, sont également interprétées à partir du modèle des cités. L'acquis d'apprentissage se trouve au centre de cette analyse. Il est considéré comme un élément du dispositif européen de l'enseignement supérieur qui, parce qu'il autorise des usages selon des logiques et des finalités différentes, fait converger les conduites des acteurs belges francophones de l'enseignement supérieur. La thèse qui traverse cet ouvrage est la suivante. En se saisissant de l'acquis d'apprentissage, les acteurs de l'enseignement supérieur belge francophone participent à resserrer le dispositif européen de l'enseignement supérieur. Plan de l'ouvrage. Cet ouvrage est divisé en 3 parties. La première partie retrace la montée en puissance de la notion de compétence dans l'enseignement en situant ses origines au début du XXe siècle aux États-Unis, chapitre 1. Elle s'attarde ensuite sur sa diffusion dans certaines parties du monde, chapitre 2. Tout d'abord en Grande-Bretagne où la notion de compétence apparaît dans la formation professionnelle au milieu des années 1980. La Grande-Bretagne fait partie des premiers pays qui ont construit des cadres des certifications. Certaines régions francophones sont ensuite étudiées, le Québec, la France, la Suisse et la Belgique. Ces pays ont été choisis, car un courant francophone de pédagogie s'y est construit autour de la notion de compétence. Cette partie se termine sur l'usage fait de la notion de compétence par certaines organisations internationales et supranationales, chapitre 3. L'International Association for the Evaluation of Educational Achievement, IEA, l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, et l'Union européenne. L'IEA et l'OCDE ont fait de la compétence un objet d'évaluation des systèmes d'enseignement. L'OCDE l'a intégré dans la théorie du capital humain, en faisant un moteur de la croissance économique. Les idées de l'OCDE ont été reprises par l'Union européenne, qui a placé la compétence au cœur de son projet de société, chapitre 4, à partir duquel elle a redéfini le rôle des systèmes d'apprentissage et de validation des acquis, et les relations qu'ils sont aujourd'hui invités à entretenir. Cette partie pose l'hypothèse selon laquelle cette mise en relation vise à organiser ces systèmes sous la forme d'un réseau efficace, légitimé par le projet de société européen. C'est dans cette direction que doivent converger les pratiques des acteurs et à laquelle participent les différents instruments européens, qui font usage de l'acquis d'apprentissage. La seconde partie de l'ouvrage teste cette hypothèse en observant dans quelle mesure, d'une part, chaque instrument européen porte cette logique et sous quelle forme, et d'autre part, chaque instrument importé en Belgique francophone porte la logique de son modèle européen. Sont ainsi étudiés le CEC et la construction d'un cadre francophone des certifications, CFC, chapitre 1, le cadre Bologne et le cadre des certifications de l'enseignement supérieur, CCES, chapitre 2, les ESG,
l'Agence pour l'évaluation de la qualité de l'enseignement supérieur, AEQES et son référentiel d'évaluation des programmes, chapitre 3, le système ECTS et le supplément au diplôme, chapitre 4. La troisième partie présente une histoire de la pédagogie dans l'enseignement universitaire belge qui a conduit à la définition d'acquis d'apprentissage pour chaque programme d'enseignement supérieur. Chapitre 1. Elle étudie ensuite la manière dont le concept de compétence a été introduit dans les facultés de sciences appliquées de l'UCL et de l'ULB, et dans celles de médecine de l'ULG. Elle décrit également la façon dont l'acquis d'apprentissage a été généralisé au sein des 3 universités. Une analyse des entretiens menés avec les personnes chargées de la mise en œuvre de l'acquis d'apprentissage dans chaque université est proposée afin de dégager la logique avec laquelle elles se sont appropriées cet élément, chapitre 2. La conclusion revient sur des éléments factuels et sur l'intégration de l'assemblage théorique qui a été réalisé dans cette recherche. Première partie, la montée en puissance de la compétence dans l'enseignement. La compétence dans l'enseignement, une histoire américaine. S'il existe de très nombreux travaux pédagogiques sur l'approche par compétences, peu a été écrit sur son histoire et sa diffusion internationale. La littérature anglo-saxonne offre des histoires nationales de cette approche et parfois de sa diffusion dans quelques pays anglophones. La littérature francophone, à quelques exceptions près, Montchâtre 2008, se contente le plus souvent de grandes généralités voire d'approximations. Ce chapitre propose de combler partiellement ce manque à partir d'une synthèse de la littérature existante sur l'histoire de l'approche par compétences aux États-Unis, mais aussi de données de première main composées notamment de textes législatifs et de traités de pédagogie. C'est une histoire des vainqueurs qui est présentée, c'est-à-dire une histoire qui met en évidence les événements et les auteurs qui ont favorisé l'apparition de ce modèle pédagogique. Les résistances à ce modèle ont été écartées de cette présentation. L'histoire de l'approche par compétences aux États-Unis est aussi l'occasion de présenter les éléments de continuité avec la manière dont sont conçus aujourd'hui dans l'enseignement supérieur belge francophone la construction des programmes et l'organisation de l'enseignement. Modularisation, capitalisation, individualisation des apprentissages, définition d'objectifs pédagogiques sous la forme d'acquis d'apprentissage et à partir de situations d'activité, évaluation de la qualité des programmes. La formalisation structurée et systématique d'objectifs pédagogiques plonge ses racines dans une histoire complexe liée au taylorisme, au mouvement de l'école efficace et de l'école progressive, à l'entrée des États-Unis dans les 2 guerres mondiales, à la guerre froide, au mouvement des droits civiques, au courant de la psychologie, à la volonté de réformer l'enseignement public américain. On peut dégager 3 grands éléments qui se sont chevauchés progressivement au fil du temps. Le principe de l'analyse des tâches de Taylor, la pédagogie par objectif de Tyler et l'arrivée de la compétence dans la formation des maîtres en vue d'améliorer la qualité de l'enseignement dans une situation de concurrence internationale et de guerre froide. Taylorisme et armée américaine. Le taylorisme. La définition formalisée et systématique d'objectifs pédagogiques trouve son origine dans l'association des 2 premiers principes des Principles of Scientific Management de Taylor, 1911. Le premier principe consiste en une analyse du travail, job analysis, aboutissant à la décomposition de celui-ci en une série de tâches élémentaires. Le second principe préconise une formation, structurée et organisée de façon scientifique, de l'ouvrier là où celui-ci se formait sur le tas, par l'observation et l'expérience. Ces 2 principes ont profondément influencé la manière dont ont été conçus par la suite les programmes de formation professionnelle. Neumann 1979. Pour Taylor, la formation d'un ouvrier devait reposer sur la décomposition de son poste de travail en tâches élémentaires. Celle-ci était ensuite retranscrite sur une fiche qui était transmise à l'ouvrier occupant le poste correspondant. L'ouvrier devait alors exécuter les tâches dans l'ordre indiqué. Taylor avait posé l'essentiel, l'idée d'analyser le travail pour savoir précisément quels étaient les éléments qui devaient faire l'objet d'une formation. D'autres auteurs ont par la suite fait de l'analyse des tâches la pierre angulaire de la construction des programmes de formation professionnelle, notamment ceux de l'armée américaine lorsque celle-ci s'apprêtait à entrer dans la Première Guerre mondiale.
Neumann 1979. La Première Guerre mondiale. À la veille de son entrée en guerre, l'armée états-unienne composée de 45 000 soldats devait accroître ses effectifs pour s'élever à plusieurs millions, Harris et Cole. 1995. L'armée estimait avoir besoin à elle seule de près de 250 000 hommes qualifiés dans une cinquantaine de métiers différents, Dorn 2007/77. Il était urgent de trouver un moyen de former rapidement les personnes mobilisées pour la réalisation de tâches variées, tout en équilibrant les besoins en main-d'œuvre de l'armée et de l'industrie de guerre. Neumann 1979. L'un des premiers ouvrages exclusivement consacrés à la formation professionnelle a été signé par Allen, 1919, sous le titre The Instructor, The Man and the Job. Allen a fait de l'analyse des tâches le principe de construction des programmes de formation. Pour lui, la première opération à réaliser est de déterminer ce qui doit être enseigné en analysant le métier auquel la formation doit mener. Il s'agit selon lui d'atteindre une maîtrise totale du métier, et pas seulement de l'un ou l'autre aspect de celui-ci. Pour atteindre cette maîtrise, l'analyse du métier doit conduire à identifier les aptitudes nécessaires à son exercice. Celles-ci sont regroupées en unités de formation spécifiques, allant des plus simples aux plus complexes. Elles sont organisées de telle manière qu'à tout moment, n'importe quel apprenant ayant le niveau requis puisse rejoindre n'importe quelle unité de formation. La méthode d'Allen présente un haut degré d'individualisation de l'apprentissage et veut tenir compte du rythme de chacun. Elle préconise une évaluation pratique en plaçant l'apprenant dans des conditions réelles de travail, mais lorsque cela n'est pas possible, des examens oraux ou écrits peuvent être organisés. L'ouvrage d'Allen a connu un immense succès et ses idées ont été diffusées à l'échelle nationale. Neumann 1979. L'analyse des tâches est devenue le principe de base de la construction des programmes. D'autres principes que l'on retrouve à l'heure actuelle dans les programmes de formation et dans certains systèmes d'enseignement supérieur sont posés, notamment la modularisation des programmes et l'individualisation des apprentissages. Ces principes ont également été établis par d'autres auteurs, contemporains d'Allen. Selon Neumann, 1979, parallèlement au travail d'Allen, le Committee on Classification of Personnel et le Committee on Education and Special Training appartenant au War Department américain ont mené des actions qui ont participé au développement ultérieur d'une approche par compétences. Le premier s'occupait de répartir le personnel qualifié parmi les métiers présents dans l'armée. Le second avait pour mission de répondre aux besoins de l'armée en ouvriers qualifiés. Cela nécessitait un inventaire détaillant les différents emplois au sein de l'armée, ainsi que les qualifications correspondantes. À cette fin, le Committee on Classification of Personnel a rédigé le Trade Specification and Occupational Index qui décrivait précisément les fonctions des 714 emplois civils auxquels l'armée faisait appel ainsi que les besoins de ses différents services, ID. Toutefois, les méthodes de sélection des ouvriers qualifiés, basées sur des questionnaires et des entretiens, étaient jugées insatisfaisantes en raison de leur faible degré de précision. C'est la raison pour laquelle le Committee on Classification of Personnel a instauré un Army Trade Test Division. Le travail de cette division de l'armée a donné lieu à un ouvrage intitulé Trade Test, The Scientific Measurement of Trade Proficiency, signé en 1921 par James Crosby Chapman, membre de la division ID, 71. Le contenu de l'ouvrage présente les mêmes idées que Taylor, et on y retrouve un plan de formation qui ressemble fortement à celui d'Allen. Chapman, 1921, a décomposé les fonctions répertoriées dans le Trade Specification and Occupational Index en une série d'éléments constitutifs, component job, et les a organisées par ordre de difficulté. Chaque élément constitutif faisait l'objet d'instructions précises qui étaient communiquées aux apprenants. Ceux-ci étaient évalués à partir de tests de performance dans la réalisation des différentes tâches, ID. Le Committee on Education and Special Training s'est tourné vers l'industrie pour tenter de répondre aux besoins en qualification de l'armée. Channing R. Dooley, qui était le gestionnaire du département éducatif de la Westinghouse Electric and Manufacturing Company de Philadelphie, a été sollicité pour être le directeur éducatif du comité.
Il y a été chargé de coordonner les programmes de formation de 157 institutions impliquées dans la formation de soldats pour 67 métiers différents. Pour assurer cette coordination, il a mis en place un système léger et flexible avec une administration décentralisée autorisant une grande autonomie et une diversité des programmes de formation. Au cours des 6 premiers mois de fonctionnement, à partir de février 1918, 100 000 hommes ont été formés pour l'armée et 40 000 hommes de plus l'avaient été au moment de l'armistice, ID 96. Les programmes de formation ont eu un succès très important. Outre le principe de l'analyse des tâches, leur construction était guidée notamment par l'individualisation et la modularisation des apprentissages, l'évaluation par la performance et une organisation des programmes en une structure systématique, ID 97. Doulet, 1919, a publié un ouvrage intitulé Principles and Methods of Industrial Education for Use in Teacher Training Class, qui fait référence au travail d'Allen. Cet ouvrage ne se limite pas à la formation professionnelle dans l'industrie, mais également à l'enseignement professionnel industriel, Vocational Industrial Education, dispensé aussi bien dans les Secondary Industrial Schools que dans le College Grade Industrial School. Tout comme Allen, Doulet accorde une grande importance à une bonne formation des formateurs et des enseignants. L'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale. Les efforts investis dans la formation professionnelle durant la Première Guerre mondiale ont servi de leçon pour les temps de paix. Il avait été démontré qu'il était possible de former rapidement de la main-d'œuvre en établissant des partenariats entre l'industrie et les institutions gouvernementales. Il était donc envisageable de le faire également pour répondre aux besoins du marché du travail national. Le secteur privé a largement bénéficié de l'effort de guerre en recrutant une grande partie des personnes qui avaient été formées par l'armée. Dorn 2007. Les méthodes de formation employées dans l'armée ont continué d'être appliquées en temps de paix. Neumann 1979/73. Pendant les années 1930, l'intérêt porté à l'analyse du travail et à la construction des programmes de formation a décliné pour 2 raisons majeures. La première est liée à la Grande Dépression qui a provoqué de nombreux licenciements. La priorité n'était plus la formation des travailleurs. La seconde raison a été l'influence grandissante de l'éducation progressive de Dewey, 1899-1916, qui considérait que l'enseignement devait préparer à la vie et non uniquement à un travail. Il a fallu attendre la fin des années 1930 pour que se manifeste un regain d'intérêt pour la formation professionnelle, notamment lorsqu'il a semblé de plus en plus évident que les États-Unis allaient s'engager dans la Seconde Guerre mondiale. Neumann 1979, Harris École. 1995. Le général Frank McSherry a alors redécouvert les programmes de formation de la Première Guerre mondiale. Il a convaincu le War Department de les adopter. La demande en personnel qualifié de l'armée a été sans commune mesure avec celle de 1918. Plus de 10 millions de personnes ont été formées par l'armée américaine pendant la Seconde Guerre mondiale. L'enseignement et plus particulièrement l'enseignement supérieur ont été sollicités pour mener ces programmes de formation. Des milliers de professeurs et de formateurs issus de près de 600 collèges et universités ont été mobilisés à cet effet. Neumann 1979/77. Après la guerre, afin de s'assurer que l'investissement en formation qui avait été consenti ne serait pas perdu, l'American Council on Education, une association d'enseignement supérieur fondée en 1918 particulièrement influente aux États-Unis, a mis en place une commission chargée de mener une étude de 2 années sur les transferts possibles d'expérience militaire vers l'enseignement civil. Cette commission a publié un rapport qui prône une approche par objectif, ID. Avec ce rapport de l'American Council on Education, on observe un glissement. L'analyse des tâches ne suffit plus à construire des programmes. Elle sert à définir des objectifs pédagogiques. Selon Neumann, l'apport le plus important du travail de l'armée en matière de formation a été de considérer la définition d'objectifs comme la base de la construction des programmes et de l'évaluation des apprenants. L'importation de ces principes dans l'enseignement civil devait cependant tenir compte d'une différence majeure entre la formation telle qu'elle était mise en œuvre à l'armée et dans l'enseignement,
où elle visait des objectifs plus larges et devait préparer les élèves à la vie adulte. De quelques auteurs influents dans l'enseignement américain. Franklin Bobbitt. 2 auteurs ont eu une grande influence sur l'enseignement états-unien dans le premier quart du XXe siècle. Il s'agit de John Dewey et de Franklin Bobbitt, qui promouvaient des visions opposées de l'enseignement. Le premier, initiateur du mouvement de l'éducation progressive, défendait une vision globale de l'enseignement qui visait la croissance physique, affective et intellectuelle de l'enfant. L'enseignement devait être au service du progrès et participer à la construction d'une société démocratique. Bobbitt, professeur à l'Université de Chicago au début du XXe siècle, a été l'un des premiers théoriciens du curriculum et l'un des initiateurs du mouvement de l'école efficace, Social Efficiency Movement in Education, Neumann 1979. Il reprochait à l'enseignement de ne pas être en phase avec la modernité. Il jugeait l'école inefficace, car son organisation n'était pas fondée sur des méthodes scientifiques. Il a été l'un des acteurs les plus importants dans la diffusion des principes tayloristes dans l'enseignement, Callahan 1962. Dewey 1916 comme Bobbitt 1918, accordait une place importante à la définition des objectifs de l'enseignement. Les débats qui ont opposé les partisans de l'éducation progressive à ceux de l'école efficace ont été emportés par les seconds, Callahan 1962, Norman 2005. C'est pourquoi les sections qui suivent s'attarderont plus longuement sur Bobbitt. Si Bobbitt est avant tout connu pour son ouvrage de curriculum, Bobbitt 1918, son influence sur l'enseignement états-unien du début du XXe siècle est surtout due à un rapport qu'il a rédigé pour le compte de la National Society for the Study of Education, intitulé The Supervision of City Schools, Bobbitt 1913. Cette société créée en 1901 réunissait la plupart des personnes les plus influentes de l'enseignement américain. Chaque année, elle publiait un yearbook qui figurait parmi les publications les plus importantes sur l'enseignement. L'influence de ces ouvrages était renforcée à travers la discussion qui en était faite systématiquement lors des congrès annuels organisés par le Department of Superintendents. Après la publication d'un article dans lequel il a décrit comment les principes scientifiques de l'organisation du travail pouvaient être appliqués dans l'organisation des écoles de la ville de Gary de l'État de l'Indiana, Bobbitt a été choisi par la National Society for the Study of Education pour rédiger ce rapport, Callahan 1962. Bobbitt voulait réformer les curricula de l'enseignement pour qu'ils soient plus en phase avec les caractéristiques de son époque, Davis 1976. Il a rédigé le premier ouvrage exclusivement consacré au curriculum, dont il a consacré un chapitre à Scientific Method in Curriculum Making, Bobbitt 1918/41. Bobbitt considérait que les objectifs attribués à l'enseignement étaient trop vagues. Il convenait selon lui de systématiser davantage la construction des curricula, en définissant tout d'abord clairement les objectifs d'un enseignement. Ralph Tyler. C'est à Tyler, 1949, que l'on doit la formalisation la plus aboutie de la pédagogie par objectif. Tyler était un behavioriste spécialisé dans les questions d'enseignement. Il a eu une grande influence aussi bien sur les politiques états-uniennes d'enseignement, et plus particulièrement sur le Minimum Competency Based Testing, que sur les théories pédagogiques. L'un de ses apports majeurs est l'alignement pédagogique. Selon Tyler, il faut s'assurer que les pratiques pédagogiques conduisent bien l'élève à atteindre les objectifs pédagogiques préalablement définis. Dans le même ordre d'idées, les évaluations des élèves doivent être construites de telle sorte qu'elles mesurent l'atteinte des objectifs et non autre chose. Cet alignement pédagogique, qui a été repris en CFB par Leclerc, 1995, sous l'appellation de triple concordance, reste un principe fondamental de la pédagogie contemporaine. Tout comme le taylorisme visait la décomposition du travail en tâches élémentaires, le behaviorisme a donné naissance à une conception de l'apprentissage dans laquelle les tâches sont définies en termes d'objectifs comportementaux à mesurer chez l'élève et que l'on décompose en objectifs de plus en plus simples, Viennot 2011, Depover 2012. Un objectif comportemental est un énoncé décrivant le comportement observable de l'élève après apprentissage.
Sa rédaction commence par après apprentissage, l'élève sera capable de suivi d'un verbe d'action à l'infinitif. Rénal et Rionnier 2010 sur 318. Pour les behavioristes, l'environnement détermine le comportement des individus selon un principe de stimulus-réponse. Pour qu'un apprentissage soit efficace, il faut mettre en place un environnement qui conduit les apprenants à adopter les comportements attendus. Tyler a apporté la toute première formalisation behavioriste de l'approche par objectif, dans son ouvrage Basic Principles of Curriculum and Instruction. Pour Tyler, 1949/1, la construction d'un curriculum doit suivre 4 grandes étapes, en répondant à 4 grandes questions. What educational purposes should the school seek to attain? What educational experience can be provided that are likely to attain these purposes? How can this educational experience be effectively organized? How can we determine whether these purposes are being attained? L'ouvrage de Tyler constitue une synthèse de différents éléments. Les idées de l'éducation progressive, du mouvement de l'école efficace, la manière dont l'armée américaine a mis en œuvre le principe de l'analyse des tâches pour construire des programmes de formation, les apports de la psychologie de l'apprentissage, de la philosophie de l'éducation, la façon dont les spécialistes d'un domaine estiment que leur discipline peut contribuer à agir dans la vie et à servir les autres disciplines. Non seulement Tyler a posé les bases d'un raisonnement pédagogique qui perdure encore aujourd'hui à travers l'alignement pédagogique, et ce en dépit des changements de paradigme dominants depuis lors, mais il énonce certains principes d'une évaluation de la qualité de l'enseignement. En effet, pour lui, l'évaluation doit non seulement servir à mesurer la progression des élèves, mais également à évaluer l'efficacité d'un curriculum dans sa capacité à amener le plus grand nombre d'élèves à atteindre les objectifs pédagogiques du dit programme. Benjamin Bloom. Bloom est un disciple de Tyler qui a très largement participé à la diffusion internationale de la pédagogie par objectif, en opérationnalisant les idées de son mentor par la mise au point d'un outil technique, la taxonomie des objectifs pédagogiques, Taxonomy of Educational Objectives, dite taxonomie de Bloom. Cet outil fait encore autorité aujourd'hui. L'un des documents de référence de l'Université catholique de Louvain sur la méthode de définition des acquis d'apprentissage s'y réfère explicitement. Varnier École. 2010. Si Bloom considère que l'enseignement ou de manière plus générale, l'éducation, vise le changement de comportement chez les apprenants, et que les objectifs pédagogiques sont la formulation explicite des méthodes visant à changer le comportement des élèves. En d'autres termes, les moyens par lesquels ils modifieront leur façon de penser, leurs sentiments et leurs actions. Bloom École. 1975-1956. L'attention portée au domaine cognitif fait de lui le plus cognitiviste des behavioristes de son temps. L'idée de cette taxonomie est née en 1948 à Boston, lors d'un congrès de l'American Psychological Association pendant lequel des examinateurs de collège ont souhaité que soient tracées les grandes lignes d'un plan théorique destiné à faciliter les communications entre les divers examinateurs, ID, 6. Ces examinateurs se sont constitués en un groupe officieux composé d'une trentaine de personnes, parmi lesquelles on trouve Tyler. Ils se sont réunis à plusieurs reprises pour réfléchir et travailler à la construction d'une taxonomie des objectifs pédagogiques. Celle-ci a été divisée en 3 domaines, cognitif, affectif et psychomoteur. Seuls les 2 premiers domaines ont fait l'objet de taxonomies spécifiques. Le 3e domaine existe, certes, mais l'on en tient très peu compte dans les écoles secondaires ou les collèges, si bien que nous ne croyons pas d'une grande utilité l'élaboration d'une classification de ces objectifs à l'heure actuelle, ID, 10. Les taxonomies relatives aux domaines cognitifs et affectifs ont fait l'objet de 2 ouvrages, publiés respectivement en 1956 et en 1964 sous la forme de manuels destinés aux enseignants, Bloom École. 1975-1956, Krasvoll École. 1976-1964. C'est le premier ouvrage qui a eu la plus grande influence dans l'enseignement. Le projet de cette taxonomie a été présenté de façon officielle en 1951, lors d'un autre congrès organisé à Chicago par l'American Psychological Association, au symposium « The Development of a Taxonomy of Educational Objectives »,
Bloom 1975-1956, 10. La taxonomie, aussi bien pour le domaine cognitif que pour le domaine affectif, a pris pour modèle la taxonomie de la biologie. Bloom et ses collaborateurs ont souhaité que les catégories de leur outil soient reliées entre elles, selon des liens logiques. Ce que nous cherchons à classifier, ce sont les comportements attendus des élèves, c'est-à-dire les façons de penser, d'agir ou de sentir de chacun d'eux une fois reçu une forme d'instruction déterminée. ID 15. Concernant le domaine cognitif, seuls les comportements liés à l'activité mentale font partie de la taxonomie, IBIDEM, c'est-à-dire un domaine englobant les comportements suivants: rappel des connaissances, raisonnement, résolution des problèmes, formation des concepts, et jusqu'à un certain point pensée créatrice, ID 18. La taxonomie du domaine cognitif comprend 6 grandes catégories: acquisition des connaissances, compréhension, application, analyse, synthèse, évaluation. Cette dernière catégorie est synonyme d'esprit critique. Le principe logique qui relie ces catégories est la montée en complexité des objectifs pédagogiques, les plus simples étant ceux appartenant à la catégorie connaissance, et les plus complexes étant ceux appartenant à la catégorie évaluation. Bloom a été profondément influencé par le travail de Tyler sur la définition des objectifs pédagogiques. Son ouvrage présentant la taxonomie du domaine cognitif lui est d'ailleurs dédié et le 2e chapitre, Objectifs pédagogiques et programmes scolaires, est explicitement inspiré des travaux de Tyler. Selon Bloom, un des risques liés à la définition d'objectifs déjà identifiés par Tyler, 1949, est leur fragmentation et leur multiplication. Si les objectifs sont trop nombreux, ils perdent leur opérationnalité. C'est entre autres pour répondre à ce problème que la taxonomie de Bloom est basée sur un principe de complexité croissante. Cela doit permettre en principe de limiter les pertes liées à une trop grande fragmentation, notamment en établissant des liens entre les objectifs. Davis 1976. L'arrivée de la compétence dans l'enseignement. Le lancement de Spoutnik et ses conséquences. En 1957, la mise en orbite par l'URSS du premier satellite, le Spoutnik, a imposé un tournant majeur aux politiques américaines de l'enseignement, Elam 1971, Norton École. 1976, Harris École. 1995, Hodge 2007. Cet événement a eu un retentissement international, Normand 2005, Crochet 2010. Il a permis aux Russes de montrer qu'ils étaient les premiers capables de mettre un satellite en orbite. Le lancement du Spoutnik a fait douter les Américains de la qualité de leur enseignement, ce qui a justifié l'intervention de l'État fédéral dans le domaine de l'enseignement pour faire de celui-ci un enjeu majeur de la défense de la nation. Elam 1971. En 1958, une loi au titre évocateur a été adoptée par le Congrès, le National Defense Education Act, Hodge 2007. Le premier article de cette loi déclare US Congress 1958 sur 1581. The Congress RB finds and declares that the security of the nation requires the fullest development of the mental resources and technical skills of its young men and women. We must increase our effort to identify and educate more of the talent of our nation. This requires programs that will give assurance that no student of ability will be denied an opportunity for higher education because of financial need. Will correct as rapidly as possible the existing imbalance in our educational programs which have led to an insufficient proportion of our population educated in science, mathematics, and modern foreign languages and trained in technology. Cette loi accorde également une importance particulière à la formation initiale des enseignants. Elle encourage l'utilisation de tests d'évaluation afin d'orienter les étudiants vers les études qui correspondent le mieux à leurs aptitudes. Flateau École. 2006. Pendant la guerre froide, le département de la Défense, institution fédérale qui a remplacé le War Department en 1949, a continué à investir dans la recherche sur la formation. Ainsi, en 1957, au moins 729 psychologues étaient employés par l'armée. L'American Psychological Association a créé une section consacrée à la recherche en psychologie pour l'armée, et une littérature très importante sur l'apprentissage et la formation y a été produite. Neumann 1979.
Le United States Office of Naval Research, fondé en 1946 et menant des recherches pour le compte de l'armée américaine, a financé une conférence tenue à l'Université de Pittsburgh en 1960. L'objectif était d'étudier la manière dont les résultats produits par la recherche en psychologie de l'éducation pour l'armée pouvaient être appliqués à des problèmes plus généraux d'enseignement et de formation, Hodge 2007. Deux figures influentes de l'époque, qui ont importé dans l'enseignement les résultats d'expériences de l'armée en matière de construction des programmes, ont participé à cette conférence. Robert Glaser et Robert Gagné, tous deux behavioristes. Glaser, 1962, a mené des recherches dans la section de l'American Psychological Association consacrée à l'armée. Il s'est beaucoup intéressé à la manière dont les résultats des recherches menées sur la formation professionnelle pouvaient être appliqués à l'enseignement. Il estimait que l'un des plus grands apports était l'analyse des tâches à partir de laquelle des objectifs de performance étaient définis. Gagné, 1965, est un autre psychologue qui a également mené de nombreuses recherches sur la formation. Il a présidé la section de l'American Psychological Association dédiée à l'armée, Neumann 1979. Il a par ailleurs coordonné avec Tyler et d'autres un ouvrage intitulé Perspective of Curriculum Evaluation, Tyler et Cole. 1967. Après le lancement du satellite russe, les États-Unis ont réalisé des études sur leur système d'enseignement et de formation. De sévères critiques y sont adressées à ces systèmes et au mouvement de l'éducation progressive dont l'attachement à la préparation des élèves aux aptitudes nécessaires à la vie en général semblait éloigner les curricula des 3 R, 3RS, Writing, Reading, Arithmétique. La priorité était donnée à la pratique manuelle, à l'étude de la nature, des arts plutôt qu'à la lecture, l'écriture et l'arithmétique. Ces critiques étaient soutenues par les chefs d'entreprise, qui reprochaient à l'enseignement professionnel de ne pas préparer convenablement les apprenants au travail dans une situation de concurrence internationale. Le National Defense Education Act a été le point de départ de l'interventionnisme fédéral en matière d'enseignement par l'octroi d'importants financements, jusqu'aux années 1970, pour le développement de programmes de sciences et d'enseignement professionnel. De cette manière, le développement d'une approche par compétences a pu être financé à travers des expériences de réforme curriculaire menées dans des établissements d'enseignement secondaire et supérieur, Harris et Cole. 1995. Un autre élément important dans le développement de l'approche par compétences a été l'inquiétude suscitée par les taux élevés d'abandon dans l'enseignement secondaire et des difficultés qu'éprouvaient les jeunes diplômés à trouver et à conserver un emploi alors même qu'il y avait une pénurie de techniciens qualifiés, Norton et Cole. 1976, Hodge 2007. Le président Kennedy a mis en place un groupe de consultants chargé d'évaluer les programmes de formation et la législation de l'époque. Le travail de ce groupe a mené au Vocational Education Act de 1963. L'un des effets de cette loi sur le développement de l'approche par compétences est l'importance accordée à la formation des enseignants, dans laquelle l'approche par compétences a été expérimentée. Le Vocational Education Act a été renforcé par l'Elementary and Secondary Education Act de 1965, qui était une réponse aux critiques adressées à la formation des enseignants, Hodge 2007. Cette loi est aussi celle qui a introduit aux États-Unis l'enseignement compensatoire, Compensatory Education, dans une perspective d'ascension sociale, Lopresti 1971 sur 145-146. La priorité accordée à certaines matières fait penser aux socles minimaux de compétences qui ont été introduits plus tard à l'école, et qui désignent les compétences minimales que tout élève devrait maîtriser pour s'en sortir dans la vie. L'approche par compétences est d'abord apparue aux États-Unis par le biais des mouvements du Minimum Competency Based Testing, d'une part, du Competency Based Teacher Education et Performance Based Teacher Education d'autre part. Le Minimum Competency Testing. L'utilisation de tests visant à mesurer les connaissances ou les performances des élèves existe depuis au moins la fin du XIXe siècle aux États-Unis. Ces tests étaient de type Norm Referenced Test, par opposition au Criterion Referenced Test. Les premiers comparaient les résultats des élèves entre eux. Les seconds les comparaient à des critères extérieurs.
Resnick, 1980, distingue une première période de 1890 à 1930 dans l'utilisation des tests d'évaluation. Avant l'entrée des États-Unis dans la Première Guerre mondiale, c'était essentiellement à l'échelle des districts scolaires que les tests étaient construits et utilisés. Ils visaient à mesurer les performances des élèves et par la même occasion, celles des enseignants et des écoles, ID 5. Les tests allaient cependant progressivement servir à combattre les taux d'échec élevés. L'idée selon laquelle il fallait diversifier les curricula et allonger la scolarité se développait et se diffusait progressivement. Après la Première Guerre mondiale, la population scolaire avait considérablement augmenté. Les tests visaient alors l'orientation des élèves vers des programmes d'enseignement général ou professionnel, en constituant des groupes homogènes selon les résultats, ID. Ces tests étaient soutenus aussi bien par les tenants de l'école progressive qui souhaitaient une réforme de l'enseignement public, que par les tenants de l'école efficace qui appelaient de leur vœu la centralisation des administrations scolaires, ainsi que l'amélioration de l'efficacité et de l'efficience des écoles, McCowan 1998. Le Minimum Competency Testing fait ainsi de la compétence un objet d'évaluation et un attribut. En évaluant les compétences des élèves, il vise à vérifier que ceux-ci sont dotés des attributs considérés comme essentiels pour vivre dans la société américaine. Le Minimum Competency Testing s'inscrit dans un mouvement plus large de politique sociale qui concerne non seulement l'enseignement, mais également d'autres secteurs tels que la santé, le niveau de vie, le bien-être en général. Ces politiques ne visaient pas à instaurer une égalité entre les individus, mais à définir des standards minimaux de décence sociale, social decency. Elles ont commencé à se développer considérablement dans les années 1930, Cohen et Haney 1978. C'est à partir du milieu des années 1960 que le mouvement du Minimum Competency Testing a connu son essor. L'objectif était alors moins de piloter les performances des élèves que d'évaluer les capacités des écoles à les instruire convenablement, indépendamment de leurs origines sociales, McCowan 1998. Parallèlement, le lien entre les ressources allouées aux écoles et leurs performances mesurées par les taux de réussite était remis en question, ce qui a amené à porter une attention de plus en plus importante aux résultats que produisaient les écoles, Cohen et Haney 1978. Sous les présidences des démocrates Kennedy et Johnson, un nombre important d'études a été mené pour mesurer les performances des écoles à partir de tests standardisés de performance des élèves. C'est à ce moment que l'influence de Tyler a été la plus manifeste sur les politiques américaines d'enseignement. Keppel, commissaire au Federal Board of Education, a demandé à Tyler de concevoir un programme d'extension de la statistique pour encourager les progrès de l'éducation aux États-Unis. Normand 2011/19. Tyler a alors proposé de mettre en place une évaluation des élèves à différentes étapes du parcours scolaire. Les résultats aux tests menés auprès de différents échantillons devaient servir plusieurs objectifs. Définir des standards de contenu scolaire et diagnostiquer les forces et faiblesses du système éducatif américain, IBEDM. Les données ainsi récoltées serviraient ensuite à informer le Congrès, la population, les décideurs politiques et les responsables de l'enseignement. L'objectif était la réduction des inégalités et l'amélioration de la qualité de l'enseignement américain. Afin d'anticiper les risques de résistance du Congrès à l'égard de l'intervention du gouvernement fédéral dans l'enseignement, Tyler et Keppel ont créé en 1964 l'Exploratory Committee on Assessing the Progress of Education. Ce comité, sous la direction de Tyler, a réalisé entre 1964 et 1968 un travail important de coordination de différents groupes et commissions de travail, en mobilisant des décideurs politiques et des groupes d'intérêt de tous bords, grâce au soutien des fondations Carnegie et Ford. ID 20. L'Exploratory Committee on Assessing the Progress of Education est devenu par la suite le National Assessment of Educational Progress qui a joué un rôle important dans le mouvement du Minimum Competency Based Testing, confère infra. À la même période, en 1964 a été voté le Civil Rights Act. Cette loi prévoyait qu'une étude serait menée sur les liens entre l'inégalité d'accès à l'enseignement public américain et l'origine ethnique, la nationalité,
la couleur de peau et la religion, Coleman et Cole. 1966-3. Keppel avait la responsabilité de mettre sur pied cette enquête. Il a engagé le mathématicien Alexander Mood de la Rand Corporation, qui était à la tête du Center for Educational Statistics. Mood a contacté le sociologue Coleman de la Johns Hopkins University pour conduire cette étude, en collaboration avec l'Educational Testing Service, Normand 2011. Ce rapport a eu un très grand retentissement aux États-Unis, car il remettait en question le lien entre les ressources attribuées aux écoles et les performances de leurs élèves, Cohen et Haney 1978. Il mettait également en exergue le rôle déterminant de l'origine socio-économique des élèves, dans leur niveau de performance scolaire, Normand 2011. Le mouvement des droits civiques a joué un rôle important dans le développement de l'idée de la responsabilité de l'école dans l'échec des élèves de la population noire des États-Unis, et de façon plus générale, de ceux issus de milieux défavorisés. Afin d'inciter les écoles à mettre en œuvre des mesures favorisant la réussite de tous les élèves, le mouvement des droits civiques a souhaité que les résultats des tests soient publiés école par école. Le mouvement a également eu un effet important dans le développement de l'école compensatoire, instituée par le Elementary and Secondary Education Act de 1965, qui a conduit à l'attribution de ressources financières supplémentaires et à la mise en place de services spéciaux pour les élèves et les districts à faible revenu. Les écoles ont dû procéder à des évaluations des programmes bénéficiant des aides publiques et en rendre compte au Conseil de leur état de tutelle, Resnick 1980. Un second élément qui a favorisé le développement du Minimum Competency Testing est le National Assessment of Educational Progress, NAEP, dont l'une des missions était « To examine achievement in 10 learning areas, to spot change in level of achievement over the years and to apply the implication of those change to national educational policy ». Wise 1978/9 cité par Resnick 1980/7. Le NAEP est passé d'un Norm Referenced Testing à un Criterion Referenced Testing. Par ailleurs, le NAEP a permis de trouver un accord sur la manière d'évaluer les compétences jugées fondamentales. S'il était communément admis que la lecture et les mathématiques étaient des compétences fondamentales, il était plus difficile de s'accorder sur les autres compétences de base. De la même manière, si l'idée de test était largement partagée, il était en revanche difficile d'en construire un susceptible de satisfaire l'ensemble des acteurs, notamment les parents et les personnels pédagogiques, Cohen et Haney 1978. Un troisième élément qui a contribué à l'essor du Minimum Competency Testing est l'introduction, sous l'action du gouvernement fédéral, de méthodes managériales dans l'administration du département de la Défense et d'autres secteurs. Ces approches privilégiaient la définition d'objectifs, les analyses en termes de coûts-bénéfices et l'évaluation des résultats. Cette approche s'est généralisée dans les secteurs publics et privés, et s'est accompagnée d'une importance croissante de l'accountability, Resnick 1980. Un dernier élément est la multiplication de litiges judiciaires entre des États et des individus. La distribution des ressources aux écoles a été critiquée dans certains États où elle était jugée inéquitable, ID. Dans les années 1970, le Minimum Competency Testing était largement utilisé, Hodge 2007. Ce succès était encouragé notamment par les critiques faites à l'égard des tests d'intelligence. D'après McClelland, 1973, ceux-ci opéraient a priori une sélection des élèves sur la base d'une corrélation entre la réussite au test et la réussite professionnelle. McClelland conteste l'interprétation faite de cette corrélation fondée sur le présupposé d'un lien entre l'intelligence démontrée par les tests et la réussite professionnelle. Il montre au contraire que la réussite au test n'est pas le signe d'une intelligence innée, mais de l'appartenance à une classe sociale. Il critique ainsi la naturalisation de ce qui n'est rien d'autre qu'un effet de classe sociale. En orientant les élèves selon leurs résultats, les tests d'intelligence étaient discriminatoires à l'égard des élèves issus des familles défavorisées, et plus particulièrement des Noirs et des Hispaniques. McClelland prône une évaluation des compétences. Plutôt que de tenter de dégager un facteur général d'intelligence, qui réduit celle-ci à un ensemble limité d'opérations mentales,
Il propose de diversifier les tests à partir de domaines d'activité. Les critères d'évaluation seraient sélectionnés en allant observer les activités, afin de savoir ce que les gens font et comment ils le font. Si l'enseignement consiste en la transformation d'un individu à travers un processus d'apprentissage, il faut, selon McClelland, non pas rechercher des habiletés en apparence innées et immuables, mais identifier des caractéristiques susceptibles de provoquer un changement favorable à travers l'apprentissage et l'expérience. McClelland évoque ainsi le danger d'une trop grande spécification des critères d'évaluation, aboutissant à leur parcellisation et à leur multiplication. Il préconise l'identification de compétences générales et transversales applicables dans ce que certains pédagogues, par exemple Rougiers 2004, Parent 2008, appelleraient aujourd'hui des familles de situations. Le Minimum Competency Testing est un instrument qui ne cherche pas à rendre la société américaine égalitaire, mais à assurer à chacun un minimum permettant de vivre décemment. La remise en question du lien entre les ressources accordées aux établissements et leur capacité à faire réussir le plus grand nombre a conduit à porter l'attention sur les outputs et à leur standardisation. Les États ont désormais la responsabilité d'établir des seuils minimaux de compétences, mais leur atteinte relève de la responsabilité individuelle, Cohen et Haney 1978. Le Competence-Based Teacher Education. Après le lancement du Spoutnik, une attention particulière a été portée à la qualité de la formation des enseignants, ce qui a donné naissance aux performances Competence-Based Teacher Education, Tuxworth 1989. Ce mouvement fait de la compétence un objectif pédagogique qui doit servir à construire les programmes destinés à former les futurs enseignants. Tuxworth situe la genèse de l'approche par compétences dans l'enseignement en 1968, lorsque le United States Office of Education a accordé une dizaine de subsides à des collèges et des universités dans le but de développer des programmes de formation destinés aux futurs enseignants de l'école élémentaire. Les programmes étaient construits sur la base de modèles qui devaient comprendre the precise specification of competence or behaviors to be learned, the modularisation of instruction, evaluation and feedback, personnalisation, and field experience. Swanchek et Campbell 1981, cités par Tuxworth 1989/11. Ces modèles focalisés sur la réussite des élèves établissaient un lien entre l'apprentissage des élèves et les compétences des enseignants, de sorte que seuls les enseignants compétents devaient être autorisés à enseigner, ibidem. Dès le début des années 1970, apparaît le Performance-Based Teacher Education qui a reçu un appui financier tout au long de la décennie de la part du Bureau of Educational Personnel Development appartenant au United States Office of Education, Hodge 2007. L'un des acteurs les plus importants de ce mouvement était l'American Association of Colleges for Teacher Education, ID, qui a produit un rapport intitulé Performance-Based Teacher Education. What is the state of the art? Elam 1971. Les notions de Performance-Based Teacher Education et de Competence-Based Teacher Education sont souvent considérées comme interchangeables. Norton et ses collaborateurs, 1976, apportent cependant des nuances en indiquant qu'il s'agit là de deux aspects différents et complémentaires de la manière de considérer la formation des enseignants. Le premier aspect insiste sur la capacité de l'enseignant à transmettre des connaissances et des aptitudes. Cette capacité doit être observée à travers les comportements manifestés par l'enseignant en train d'enseigner. Le second met plutôt l'accent sur des standards minimaux à respecter. Les partisans de l'approche par compétences considèrent trois sortes de critères, cognitifs, de performance et d'effets. La mesure de l'efficacité d'un enseignant porte sur les effets de son enseignement sur les élèves. En 1971, la Division of Educational Systems Development du United States Office of Education a lancé un Competency-Based Programme dans la formation des maîtres, Schmider et Cole. 1975/1. C'est à partir de ce programme que l'approche par compétences s'est généralisée dans l'enseignement. À Nation at Risk. La publication en 1983 du rapport à Nation at Risk, The Imperative of Educational Reform, NCEE 1983, a marqué un tournant majeur dans les politiques éducatives américaines, mais aussi mondiales,
Normand 2005, Derouet 2007, Derouet-Besson 2007, Crochet 2010. Ce petit rapport de 48 pages a été rédigé par la National Commission on Excellence in Education créée le 26 août en 1981, par le secrétaire de l'enseignement du United States Department of Education, Terrell Howard Bell, sous la présidence de Ronald Reagan. Bell a demandé à cette commission de procéder à une évaluation de la qualité du système éducatif américain et de produire un rapport contenant des recommandations pratiques en vue de l'améliorer. Le rapport présente le système éducatif états-unien de façon alarmiste. Our nation is at risk. Our once challenged preeminence in commerce, industry, science, and technological innovation is being overtaken by competitors throughout the world. This report is concerned with only one of the many causes and dimensions of the problem, but it is the one that undergirds American people that while we can take justifiable pride in what our schools and colleges have historically accomplished and contributed to the United States and the well-being of its people, the educational foundations of our society are presently being eroded by a rising tide of mediocrity that threatens our very future as a nation and a people. What was unimaginable a generation ago has begun to occur. Others are matching and surpassing our educational attainment. ID 8. Le rapport reproche aux évaluations des compétences minimales, instituées à l'époque dans 37 États, d'avoir fait de celles-ci des seuils maximums. Les auteurs du rapport considèrent que cela a contribué à abaisser les standards de l'enseignement. Il s'agit donc d'accroître la qualité de l'enseignement en élevant les standards de performance. McCowan 1998. De cette manière, les années 80 ont renoué avec le fonctionnalisme des années 20, au travers de l'exigence réaffirmée d'une maîtrise des compétences de base nécessaires au monde industriel, mais élargie cette fois aux besoins de la nouvelle société de l'information. Normand 2005/72. Le rapport à Nation at Risk a eu un retentissement mondial, car il a relancé l'idée qui s'était diffusée après le lancement du Spoutnik, selon laquelle l'enseignement devait être mis au service de la nation prise dans une concurrence internationale, Crochet 2010, au sein de laquelle chaque pays cherche à occuper une position dominante, Derouet 2007. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.